Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures, le journal. Voici les titres. Le président de la République a regagné cet après-midi la capitale après sa participation au sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger et un séjour privé de quelques jours à Paris. Signature d'un accord entre militaires et chefs du gouvernement au Soudan. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a regagné cet après-midi le pays après sa participation au sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger et un séjour privé de quelques jours à Paris. Le sommet de l'Union africaine auquel le chef de l'État a pris part portait essentiellement sur l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, signe de l'adhésion pleine et entière de notre pays à la zone continentale de libre-échange. La République de Djibouti fait partie des États africains ayant procédé à une ratification immédiate pour l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Le président de la République donc a été accueilli à son arrivée par les membres du gouvernement et les autorités civiles et militaires du pays. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, et le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diria, ont réceptionné ce matin dans la localité de Dameljog une clinique mobile. La clinique mobile est un don donc, du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui a été offert pour les habitants de la localité de Dameljog après une visite du véhicule médicalisé, bien équipé, tant en matériel que des personnels de santé performants. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, et le sous-préfet de Dameljog ont rendu un vibrant hommage au PNUD. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diria, a rendu un vibrant hommage à l'Agence des systèmes des Nations Unies pour cette aide considérable qui pourra tout à fait permettre à sauver des vies. Et il a indiqué par ailleurs aux habitants de Dameljog de prendre bien soin de ces biens publics. Également dans l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Mohamed, a visité ce matin les locaux du bureau d'enquête et d'analyse. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le secrétaire général du département, Saïd Nouh, et de l'inspecteur général du bureau, Hussein Abdilagé. Le ministre a eu une brève réunion avec l'inspecteur général et les cadres du ministère des Transports. Ensuite, des explications détaillées sur les rôles et les fonctions qu'ils occupent, donc les différents inspecteurs du bureau d'enquête d'analyse. Cette agence joue le rôle d'enquêter sur les accidents et les incidents de l'aviation. Elle est également chargée de prévenir la sécurité et la sûreté aérienne. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'est réjoui de la nouvelle agence et des tâches lourdes qui consistent à prendre soin des personnels et matériels de l'aviation civile. Dans le reste de l'actualité, le ministère des Affaires sociales a organisé aujourd'hui un atelier pour une meilleure mise en œuvre et vulgarisation de cette loi au Palais du Peuple. Cet atelier a été l'occasion pour le ministère d'asseoir la politique de développement en matière de l'économie sociale et solidaire. C'est une politique qui permettra donc de mettre à disposition de notre communauté les moyens et voies de travailler ensemble et créer la solidarité autour d'une problématique commune. Cet événement a vu la participation de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, de la société civile, des partenaires techniques, financiers, des représentants des ministères en charge des questions sociales. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ousmane Aden, a expliqué qu'il est devenu clair que l'objectif des entités de l'économie sociale et solidaire est d'entreprendre autrement en remettant l'homme au cœur du projet adopté à ses besoins et à son environnement, générant ainsi une forme de culture de vivre ensemble et d'appartenance nationale. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui
soit à peine plus d'un mois après la promulgation de cette loi, pour recueillir des avis et propositions susceptibles de permettre la mise en œuvre de cette nouvelle loi. Nous tenons en effet à réunir dans ce domaine car nous considérons qu'il a une portée stratégique de premier ordre. Il est devenu clair maintenant que l'objectif des entités de l'économie sociale est d'entreprendre autrement, en remettant l'homme au cœur des projets adaptés à ses besoins et à son environnement. Qu'il s'agisse de coopératives, de mutuelles, de fondations, d'associations ou d'entreprises, le sens du collectif y prédomine et génère ainsi une forme de culture de vivre ensemble et d'appartenance nationale. En outre, le fait que la loi sur l'économie sociale et solidaire soit paraphée par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le président de la République, le même jour que la loi portant promulgation de la stratégie nationale de protection sociale, montre si bien quel est le lien étroit entre la protection et l'autonomisation des ménages vulnérables. Sur cette base, les politiques publiques de protection sociale, d'économie solidaire et de microfinance se rejoignent pour concrétiser ce tournant historique à Djibouti. Mesdames et messieurs, la loi prévoit la création d'un registre national de l'économie sociale et solidaire qui sera tenu auprès du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, d'un organe consultatif sous forme d'un conseil pour la promotion de l'économie sociale. De toutes les autres régions du pays, de la capitale, la région de Bok a honoré les lauréats bacheliers session 2019 à travers une cérémonie solennelle, une cérémonie placée sous le haut patronage du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, en présence des autorités locales, dont le préfet par intérim, Ali Maki, du président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, des parlementaires de la région et des hauts responsables djiboutiens originaires de la région. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale, conduite par le conseiller technique du ministre, Mohamed Senalassé, a participé à la cérémonie qui a vu la présence des parents et des lauréats bacheliers. Tous ont rendu donc hommage aux efforts consentis tout au long de l'année scolaire par les lycéens, heureux lauréats du baccalauréat de cette année, sans oublier le soutien moral et matériel constant de leurs tuteurs, les engagements déterminants de leurs professeurs et des responsables administratifs du lycée de Bok. Je voulais remercier la communauté, les membres de la communauté éducative, surtout les chefs de service, et pour leur professionnalisme et leur sens aigu de la responsabilité. Parce qu'ils ont mis, en dépit de leurs préoccupations certainement personnelles, leurs compétences et surtout le dynamisme et le sérieux au service de nos étudiants pour les préparer aux épreuves du baccalauréat. Aujourd'hui, féliciter à ce beau travail et surtout pour avoir permis à nos jeunes les ports de courant de lauréat. Écoutons les propos tenus par le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, M. Mohamed Senalassé. Il a félicité les jeunes bacheliers qui ont accompli un cursus exemplaire et a souhaité une bonne continuation pour la suite. Depuis la tenue du colloque national sur l'amélioration des enseignements et apprentissages de décembre 2016, mon département s'évertue à atteindre la scolarisation universelle dans toutes les régions, à réduire les taux de déperdition, le décrochage scolaire dû au nomadisme et à offrir à tous les enfants vivant sur le territoire national les mêmes conditions de travail, conduisant à leur épanouissement tant sur le plan intellectuel que physique et, in fine, à leur insertion socio-économique. À cet égard, nous nous attelons à définir et mettre en œuvre dès l'année prochaine un nouveau concept qu'est l'école rurale intégrée. Cette nouvelle approche vise, entre autres, à faire de l'école rurale un pôle attractif et par conséquent un levier important du développement économique et social en milieu rural. Pour ce faire, les nomades de campements épars
seront fixés autour de l'école. Les services sociaux de base seront disponibilisés avec le concours des autres départements ministériels et la capacité communautaire sera renforcée. Pour sa part, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a pris la parole. Il a également félicité les jeunes bacheliers de cette région de Bock. Très important et décisif pour nos enfants qui, après 12 années de scolarité, décrochent leur sésame, leur permettant d'entamer l'enseignement supérieur. Je suis donc ici pour féliciter chaleureusement et affectueusement l'ensemble des lauréates et lauréats, si heureux et si fiers devant moi ce matin, Masha'Allah. À tous les jeunes qui n'ont malheureusement pas pu décrocher leur diplôme cette année, je leur dirai tout simplement, ce n'est qu'une partie remise. Il faudra travailler beaucoup pour obtenir le baccalauréat l'année prochaine et se retrouver parmi nous dans cette salle pour recevoir solennellement vos diplômes. Pour ma part, sachez, chers enfants de Bock, que je reste entièrement à votre disposition pour vous apporter tout le soutien nécessaire pour la réussite scolaire de nos enfants, pour le développement de notre chère et belle région de Bock. Enfin, j'appelle l'ensemble de la population, ainsi que les différents leaders d'opinion de cette région, à œuvrer sans relâche pour le développement, notamment à travers la scolarisation de la réussite de nos enfants. Et je vous emmène au Kenya à présent où s'est tenu aujourd'hui un important forum sous le haut patronage du président kenyan, Uhuru Kenyatta, organisé par le COMESA en partenariat avec le secteur privé et le secrétariat du COMESA. Ce sommet d'affaires de haut niveau comprend un dialogue État-secteur privé au cours duquel des chefs d'État et les chefs de délégation des pays membres du COMESA ont débattu avec des chefs d'entreprise sur les politiques clés devant renforcer la compétitivité de l'industrie et avant de formuler des stratégies permettant de renforcer les approvisionnements locaux et le commerce intra-régional. La République de Djibouti était représentée par M. Hassan Hamad, ministre du Commerce, et comprenait l'ambassadeur de Djibouti au Kenya et représentant permanent au COMESA, Yassine El-Mebouh, et du conseiller technique du ministre de l'économie, Mohamed Ismail, et du vice-président de la Chambre du commerce de Djibouti, Ouassama Omar Saïd. Ce sommet économique des chefs d'État avait pour objectif d'expliquer que dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, le gouvernement djiboutien a pris un certain nombre de mesures qui ont permis à notre pays de progresser très fortement dans le classement de Doing Business de 2019 et de figurer parmi les 10 premiers pays réformateurs. Retour à Djibouti, la Chambre de commerce de Djibouti, donc en collaboration avec l'Agence de maîtrise de l'énergie ADME, ont organisé une table ronde hier portant sur l'optimisation énergétique et ce dans le cadre d'optimiser la consommation des énergies. Pour ce faire, la Chambre de commerce a depuis 2013 créé la promotion des énergies renouvelables à Djibouti, qui est entièrement financée par la coopération allemande et a pour objectif d'informer et de conseiller tous les opérateurs économiques ainsi que les particuliers dans ce domaine. À l'optimisation énergétique et au développement des énergies renouvelables dans notre pays. La mission de cette cellule est de promouvoir, informer et conseiller tous les opérateurs économiques ainsi que les particuliers dans ces domaines. Ce pôle de consultation a également pour rôle de sensibiliser les entreprises sur l'audit énergétique. Dans ce cadre, pour connaître l'état énergétique du patrimoine bâti, le pôle de consultance conseille de faire un bilan énergétique de la structure avec pour objectif l'optimisation des consommations d'énergie, l'analyse de l'opportunité des ressources aux énergies renouvelables et l'amélioration du confort des occupants. Ce bilan s'effectue à partir d'une analyse des comportements et usages énergivores et sur la base de relevés de consommation réelle d'énergie, d'où la proposition de substituer l'énergie fossile par des énergies plus économiques qui garantissent une maîtrise du coût à long terme. Reflète souvent sur le montant de la facture énergétique à la fin du mois. Donc c'est de réduire les dépenses énergétiques s'avère alors indispensable.
Donc seul un audit énergétique va nous permettre à toute institution ou à tout abonné, ou que ce soit le foyer, que ce soit dans le bureau ou les institutions, va nous aider à réduire nos consommations énergétiques et atteindre nos objectifs. Et sachez qu'en matière d'énergie renouvelable, Djibouti détient un immense potentiel qui n'est pas utilisé à sa juste valeur, notamment en investissant dans le domaine de la géothermie. Écoutons les propos tenus par le ministre de l'Énergie, M. Yonis Ali-Geti. Dans le cadre de cette table ronde, nous aborderons les réformes importantes qui ont été nécessaires et qui ont été entreprises au niveau législatif, réglementaire et institutionnel dans le but d'asseoir un cadre propice au développement d'énergies renouvelables, d'un développement accéléré des énergies renouvelables et de son inscription dans la dynamique des développements dans un cadre de coopération régionale, internationale et d'intégration des marchés des sous-continents ou des continents africains. Donc, les secteurs de l'énergie étant donc les subassements de toute activité économique, les objectifs de croissance nationaux et régionaux ne pourraient être atteints sans la mise en œuvre des réformes permettant notamment l'amélioration des performances du secteur énergétique avec une participation accrue des secteurs privés. Donc, pour satisfaire cette demande énergétique croissante, nous avons désormais une feuille de route que le ministère de l'Énergie a mis en place pour la transition énergétique. Elle s'appuie sur un certain nombre de points. Il s'agit d'assurer la sécurité d'approvisionnement pour les privés, pour les particuliers, pour les établissements publics de notre pays, de généraliser l'accès à l'énergie avec des prix qui sont optimisés, de mobiliser les ressources énergétiques nationales, principalement les potentialités qui sont les nôtres aujourd'hui, solaires, comme le Premier secrétaire a dit, géothermiques, entre autres, ou éoliennes, et promouvoir l'efficacité énergétique. Donc, dans les jargons, on parle les kilowatts les moins chers et les kilowatts qui n'est pas consommés. Donc, l'efficacité énergétique et la maîtrise d'énergie est un volet très important pour ce développement. Vous l'aurez compris, c'était le secrétaire général du ministère de l'Énergie. Dans le reste de l'actualité, l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a abrité ce matin une cérémonie de clôture de stage du directeur d'enquêteur d'une durée de 4 semaines. Cette cérémonie a été présidée par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Zakaria Hassanadad, et a vu la participation du général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, du colonel de la garde républicaine, commandant donc la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama' Ali, du commandant de la garde pénitentiaire, le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Younis, des attachés de sécurité intérieure, des représentants d'organisations internationales, des magistrats du parquet et de plusieurs officiers de la gendarmerie nationale. Écoutez la procureure générale par intérim, Mme Leila Mohamed Ali, qui a mis en exergue la pleine application du chef d'État dans le renforcement de la coopération et sa vision. يتم حفظ جندارما يتم حفظ جندارما أقبلي كوسرم يتم حفظ جندارما يتم حفظ جندارما
La procureure générale par intérim, Mme Leila Mohamed Ali, a mis en exergue la pleine implication du chef de l'État dans le renforcement de la coopération et sa vision. Écoutez également les propos tenus par le capitaine français. On les écoute justement les deux. Ce stage a débuté le 29 juin dernier. C'est le premier stage de directeur d'enquête, stage national au profit de 9 gendarmes djiboutiens, tous commandant de brigade. Il a permis de réaliser sur le terrain des exercices pratiques de mise en situation pour aborder la méthodologie d'enquête et la direction d'une enquête d'envergure. Tout au long de la formation, les stagiaires ont travaillé de manière intense. Ils ont été mis sous pression. Ils ont découvert et appréhendé le rôle du directeur d'enquête. Pour l'anecdote, l'un d'eux m'a dit « Je suis soulagé de certaines tâches, mais je sens désormais sur mes épaules toute la pression qui incombe au directeur d'enquête. » Ces objectifs ont été clairement définis par le président de la République. La gendarmerie nationale, à travers cette école, a su relever ce défi, n'est-ce pas? Ils correspondent à l'excellence et à la rigueur indispensables à l'édification d'un État de droit fort, efficace et crédible. La direction de l'enquête, qui nous intéresse aujourd'hui, est un facteur direct et déterminant dans l'accomplissement des titres objectifs. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cette école n'a vu le jour que pour permettre d'accroître le rayonnement international de la République de Djibouti et de renforcer ce rayonnement dans le secteur spécifique de la police judiciaire. Si, dans ces biens des domaines, notre pays bénéficie d'une position géostratégique incontestable. Écoutons à présent un extrait du discours du commandant de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Ce matin, nous sommes réunis à l'École internationale de perfectionnement à la police judiciaire, à la pratique de la police judiciaire et de la police scientifique. Cette école qui a été inaugurée le 20 mars 2019 est désormais le pilier de formation. Et à travers ce stage de direction, nous voyons d'une manière palpable que nous avons passé à l'étape supérieure. C'était le mois précédent le stage de perfectionnement enquêteur. Maintenant, nous sommes arrivés au stage de directeur d'enquête. Et ce stage est destiné à des cadres supérieurs. Comme vous les voyez bien, des commandants de compagnie, des commandants de brigade, qui vont prendre en charge des enquêtes judiciaires de moyenne et de grande importance. Et durant 4 semaines, les stagiaires ont été amenés non seulement à prendre en compte des dossiers complexes, à les traiter, à les analyser, et ces données venaient de différentes sources. Mais également, il s'agissait d'une chose très importante. Quand on dit stage de directeur d'enquête, on monte un PC de direction où toutes les cellules qui vont participer à cette manœuvre judiciaire, le rôle de directeur d'enquête et le rôle de directeur des opérations. Et les objectifs de l'école internationale est celui d'ancrer dans les réflexes des stagiaires les bonnes pratiques de la police judiciaire et de la police scientifique.
L'ambassade de la République arabe d'Égypte à Djibouti a célébré hier soir au Kempinski Palace le 67e anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952. Plusieurs personnalités djiboutiennes et membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie commémorative. Les chefs des missions diplomatiques accrédités auprès de notre pays et des représentants d'organisations internationaux et régionaux ont également pris part à l'événement, mais aussi des personnalités civiles et militaires de haut rang. Les convives donc ont été accueillis et salués par l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, Ahmed Adel Sobhi, entouré de ses proches collaborateurs. Dans un mot prononcé à cette occasion, l'ambassadeur Ahmed Adel Sobhi a indiqué que les relations entre nos deux pays remontent à plusieurs milliers d'années. Elles ont été soudées par l'unité de leur destin, a-t-il dit, car nous partageons les mêmes objectifs et ambitions ainsi que les mêmes défis. Nous l'écoutons. Djibouti et l'Égypte datent de plusieurs milliers d'années et ils n'ont pas cessé de se renforcer depuis l'indépendance de Djibouti. Mais il faut toujours les pousser un peu plus loin. On a eu la chance et l'honneur d'avoir la visite de son Excellence Ismail Omer Guelleh en fin de 2016, qui, avec la rencontre du président Sisi, a donné énormément d'élan aux relations entre nos deux pays. On a pu ensemble faire avancer presque tous les dossiers et surtout créer du concret dans différents domaines, soit politique, économique, sécuritaire, santé et autres. Je vais vous épargner les détails. Ce soir, c'est surtout pour vous remercier. Sans vous, Marwa et moi n'aurions rien pu faire de ce que nous avons fait. Mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de vous remercier, vous, nos très chers amis, pour avoir fait de Djibouti le poste le plus agréable de ma carrière, pour moi et ma famille. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour remercier tous mes collègues de l'ambassade, dont certains partent presque en même temps que moi. Prenant la parole à son tour, le ministre des Affaires islamiques et de la Culture, Momin Hassan Baleh, a évoqué les relations historiques distinguées entre les deux pays frères, Djibouti et l'Égypte, dans tous les domaines. Le ministre a rappelé l'importance que revêtent les efforts considérables déployés par l'ambassadeur Ahmed Adel Sobhi, chef de la mission égyptienne à Djibouti, en soulignant la détermination de la République de Djibouti de développer des relations fraternelles et de coopération fructueuses avec l'Égypte afin de servir les intérêts suprêmes des deux nations. Un mot en sport pour clore l'actualité nationale. Après avoir accompli un exploit en France dans le cadre des Jeux de la 5e édition des World Games de Paris, l'équipe nationale U14 est revenue hier soir au pays. Les requins de Djibouti ont été accueillis par les dirigeants de la Fédération djiboutienne de football, les joueurs de l'équipe nationale senior A et par de nombreux Djiboutiens dont les parents des joueurs. Rappelons que l'équipe nationale U14 a durant cette compétition remporté 3 matchs successifs par des scores sévères, à savoir 6 buts à 0 le premier, 9 buts à 0 le second et enfin 5 buts à 1 le troisième match. Les requins ont été éliminés en quart de finale. La belle prestation de notre équipe à ce tournoi a été saluée donc par le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Wabri, et par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et par les Djiboutiens. Aux équipes étrangères et au peuple djiboutien que le projet qui a été mis en place par la commission technique a démontré les valeurs. Certes, je veux dire que le premier match, nous avions joué avec une équipe, nous avions gagné 6-0. Le second, nous avions gagné 9-1. Et le troisième, nous avions gagné avec l'équipe de La Réunion 5-1. Lors des quarts finales, nous avions tombé avec une équipe. Certes, on s'est défendu. On a été mené 2 fois.
Mentalement, les joueurs ont répondu et ont égalisé. Mais lors de la séance de tir au but, l'équipe adverse a été meilleure que nous. Ils avaient gagné. Nous remercions la Fédération djiboutienne de football, en collaboration avec le secrétaire d'État à la Génération au Sport, qui a mis en place et qui nous a permis de leur faire réaliser ces rêves. Ces jeunes sont en train de parcourir où ils ont eu la chance de pouvoir rêver. Et quand on donne le rêve à deux jeunes, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas estimer. Certes, ce projet a donné ses fruits. Nous espérons que les années à venir, la gloire sera pour ce jeune. Je vous le disais en titre, au Soudan, les généraux au pouvoir et les meneurs du mouvement de contestation signé ce matin un accord entérinant le partage du pouvoir pendant la période de transition après la destitution d'Omar el-Béchir en avril. Les discussions doivent donc encore avoir lieu dans les prochains jours sur les autres points en litige d'un accord trouvé le 5 juillet entre les deux parties selon la contestation. La déclaration politique a été paraphée par les deux camps après une nuit de discussions intenses. Cet accord constitue un premier pas vers un gouvernement civil réclamé par les Soudanais depuis près de 7 mois. Il prévoit la création d'un conseil souverain, instance de transition chargée de gérer la transition pendant un peu plus de 3 ans. Christine Lagarde quittera le FMI le 12 septembre prochain, officiellement nominée à la tête de la Banque centrale européenne. Christine Lagarde peut commencer à faire ses cartons de ses bureaux au FMI. Sa démission a été acceptée par le conseil d'administration de l'institution. Elle sera effective à partir du 12 septembre. Le conseil va devoir choisir le prochain directeur général du Fonds monétaire international. Christine Lagarde deviendra la première femme présidente de la Banque centrale européenne dès que Mario Draghi aura quitté ses fonctions le 31 octobre. À la tête de la BCE, elle aura en main l'un des leviers les plus importants de l'Union européenne, celui de la politique monétaire. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.